Si je te dis le mot borderline, quelle image te vient en tête? Des cicatrices, un visage effacé, une camisole. Pendant des années, c'est comme ça qu'on a représenté ce trouble, par ses failles et par ses crises. La question est-ce que tu penses qu'une personne se résume uniquement à son instabilité? Et si on s'était trompé depuis tout ce temps sur la façon de représenter le trouble borderline? Parce que une image peut écraser, stigmatiser, mais elle peut aussi redonner de la dignité. Les livres ont apporté des témoignages indispensables. Les autrices et auteurs ont pris des risques et ont réussi à briser des silences. En même temps, certaines couvertures, elles, révèlent notre regard collectif d'une époque. Un regard souvent inquiet, sensationnel et médicalisé. Ce que je dis ici ne juge en aucun cas les personnes qui ont écrit, pour lesquelles j'ai une infinie admiration et un profond respect. Je questionne les codes visuels qui ont dominé et l'effet qu'ils produisent sur le public. Quand on observe les couvertures, on analyse 3 codes. Le premier code, c'est l'imaginaire de l'asile. Des corps ligotés, des postures contraintes, la camisole, réelle ou suggérée. Ces images, elles sont fortes et elles frappent. Mais que racontent-elles au grand public? Que la personne borderline est d'abord un danger, qu'elle doit être contenue et neutralisée. Elle parle aux yeux et rarement au cœur. Elle donne à voir une personne comme un objet clinique et pas comme un sujet humain. Elle suscite la peur et pas l'envie de comprendre. Du coup, le résultat, c'est qu'elle éloigne, elle n'ouvre pas la rencontre. Ensuite, il y a un deuxième code qu'on retrouve assez souvent, c'est l'ombre et la noirceur. Des visages fermés, des silhouettes inquiétantes, des titres au bord de la catastrophe. On comprend l'intention, traduire l'instabilité, la bascule, mais figé en couverture, ce langage devient verdict. Borderline égale un gouffre permanent. Pour le public, ce message est implicite. Méfie-toi, reste à distance. On ne t'invite pas à entrer dans l'expérience intérieure, on t'invite à te tenir à l'écart. Là encore, le trouble apparaît comme une fatalité, pas comme une histoire en mouvement, et encore moins comme un chemin de rétablissement. Et enfin, il y a un troisième code, qui est le radical spectaculaire. Là, on va retrouver des visages brouillés, des silhouettes effacées, un rouge sang qui envahit la couverture. Ces images, elles veulent dire la perte d'identité, la confusion, le chaos. Elles empruntent les codes de l'horreur et du thriller. Là encore, que retient le grand public? La curiosité morbide, plus que l'empathie. On regarde la personne borderline comme une énigme étrange ou un danger potentiel, mais rarement comme une vie digne de respect. On sort du libraire avec des images fortes et une distance encore plus grande. Il faut le rappeler, à l'époque, ces choix ont eu une fonction. Il fallait attirer l'œil. Il fallait forcer un sujet tabou à exister. Mais, sans le vouloir, ils peuvent produire un effet paradoxal. Il peut éloigner au lieu de rapprocher. Il peut solidifier des stéréotypes de folie, de danger, d'étrangeté. Ils peuvent décourager la parole et la demande d'aide des personnes concernées, parce que peu de personnes veulent être confondues avec ces images. En un mot, ils impressionnent mais n'éduquent pas. Ils marquent mais n'humanisent pas.
Alors, la question qu'on s'est posée, c'est comment faire autrement? Comment représenter un trouble sans l'écraser? Comment on fait pour parler au regard tout en ouvrant le cœur? La couverture de mon livre, Au bord de ma vie, elle tente de répondre à cette question. C'est le pari qu'elle porte. Pas de corps enfermé, pas de visage effacé, pas de slogan provocateur. Mais un choix, un paysage, une métaphore claire, forte, universelle. À gauche, une nature enneigée, blanche, presque figée. C'est l'anesthésie émotionnelle, l'instant où tout se glace. À droite, on a une eau sombre et profonde, insondable. C'est la tempête intérieure, les abysses où l'on tombe. Entre les deux, on a une frontière qui est mouvante, la banquise qui se délite et tombe dans la mer. C'est selon moi exactement la dynamique du trouble borderline. Vivre à la frontière entre deux mondes, entre la clarté et l'ombre, entre le tout blanc et le tout noir, entre l'illusion d'une banquise solide qui s'effrite et la marée émotionnelle. Cette image ouvre un double sens. Intime d'abord, l'esprit comme un écosystème fragile, hypersensible, traversé de tempêtes mais riche d'une force de régénération, et universel ensuite. La banquise qui cède, c'est aussi la fragilité du monde. La fonte des glaces provoquée par l'humain, nos équilibres qui se brisent. Le parallèle n'est pas décoratif, il déplace le regard. Il montre que la santé mentale n'est pas une étrangeté, mais une écologie intime qu'il faut apprendre à préserver. Qu'il faut prendre soin du fragile avant la bascule. Qu'on peut inventer un nouvel équilibre. La couleur bleu profond et la couleur blanche n'allument aucune alarme. Elles apaisent et font réfléchir. La typographie met en tension bord, la limite, et conclut avec vie. On est dans la traversée et l'espoir. L'écriture manuscrite, choisie pour le titre, n'est pas un détail graphique. Elle est là, à elle seule une métaphore. Contrairement à une police d'écriture droite, figée, uniforme, elle introduit une vibration et un souffle humain. Elle ne cherche pas la perfection du trait. Elle assume l'irrégularité, la courbe imprévisible, la trace vivante de la main. Elle dit la spontanéité, elle n'est pas polie, elle n'est pas sage, elle respire. Elle incarne la vie à vif. C'est exactement ce que traduit l'expérience borderline, une écriture qui échappe au cadre, qui refuse d'être aseptisée, qui revendique sa singularité. Elle rappelle que derrière le diagnostic, il y a une main qui trace, une voix qui cherche à se dire, une personne qui existe. Elle crée aussi un contraste avec le paysage glacé en arrière-plan. Sur une banquise qui se fissure, c'est un océan. Ces lettres manuscrites viennent inscrire une résistance. Elles affirment que même au bord de l'effondrement, une expression reste possible. Elles affirment l'imperfection peut aussi être une forme de beauté et une manière d'exister. Et enfin, il y a ce sourire en bas de la couverture. Alors beaucoup n'y trouveront peut-être qu'un détail, mais pour moi, c'est tout sauf anodin. Depuis mes premières prises de parole il y a quelques années, j'ai choisi de montrer mon visage. Un choix qui paraît simple, mais qui demande du courage quand on porte un diagnostic psychiatrique, encore chargé de tant de stéréotypes. Parce que parler à visage découvert, c'est prendre le risque d'être jugé et d'être catalogué. Il faut le dire, la honte n'est pas seulement intime, elle est collective.
elle se fabrique socialement. La honte, elle se nourrit des clichés. Elle peut peser sur les épaules de toutes les personnes concernées, en leur murmurant qu'elles doivent se cacher. J'ai choisi de briser ce mécanisme, d'incarner ce combat sans masque, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles et ceux qui n'osent ou peuvent pas encore se montrer. Pour dire, on peut être concerné et exister pleinement. C'est dans ce contexte que sourire à pleines dents devient presque un acte radical. Parce que tout l'imaginaire collectif attendait de moi un visage fermé. Mais moi, j'ai décidé de sourire, et ce sourire, c'est déjà un renversement. Il dit que la honte ne gagnera pas. Il dit qu'on peut traverser l'indicible et quand même rayonner. Il dit qu'une personne borderline n'est pas condamnée à n'être que souffrance. Elle est aussi capable de lumière et de joie. Ce sourire, pour moi, il est naturel et il est devenu au fil des années une manière silencieuse de militer, de fissurer les représentations à ma manière selon mes propres codes. Il ne nie pas la douleur, il la transforme. Il rappelle au public ceci. Derrière le mot borderline, il y a des personnes entières, il y a des personnes engagées, responsables, capables de réguler, d'aimer, de travailler et de créer. Les personnes diagnostiquées borderline passent alors de l'objet clinique au sujet vivant. Du coup, quel effet ça fait sur le grand public ? Au lieu d'effrayer, ça approche. Au lieu d'éloigner, ça relie. Et au lieu de figer un stéréotype, ça ouvre une conversation. C'est à mes yeux la responsabilité d'une image quand elle s'adresse à toutes et à tous. Faire réfléchir sans humilier, émouvoir sans exploiter, informer sans réduire. Montrer qu'un trouble peut être terriblement difficile et qu'une vie peut malgré tout reprendre sens. Alors, je vais revenir à la question qui fâche. Si tu devais représenter le trouble borderline en une seule image, qu'est-ce que tu choisirais ? Il n'existe pas une seule réponse parce que chaque regard peut inventer sa propre métaphore, peut-être même quelque chose que personne n'a encore imaginé. En tout cas, Au bord de ma vie est disponible en précommande dès aujourd'hui sur Amazon et la Fnac. Les liens sont disponibles dans ma bio ou en barre de description. Parce que je tiens à le rappeler, il n'existe pas une seule image pour parler du trouble borderline. Et en tout cas, il est temps d'en inventer d'autres. Et je veux redire clairement, si aujourd'hui je peux publier Au bord de ma vie, c'est grâce aux autrices et auteurs diagnostiqués borderline qui ont osé le faire avant moi. Leurs livres ont brisé des silences, ils ont ouvert des brèches. Parfois au prix d'un courage immense. Mon projet s'ajoute, il prolonge une conversation déjà commencée. Parce qu'ensemble, chacun, à notre manière, nous participons à créer un savoir expérientiel commun francophone qui manquait cruellement jusqu'ici. Alors si Au bord de ma vie existe, c'est pour qu'une pierre de plus dans un édifice collectif soit posée, et j'espère qu'il permettra à d'autres, demain, de continuer à faire évoluer notre regard sur le trouble borderline.